Maître Bonjour. David Guyon, vous êtes avocat au barreau de Montpellier et vous êtes, connu, plus récemment, dans l'espace médiatique pour, avoir été, j alors je l'expression est mauvaise, mais l'avocat des anti-masques en quelque sorte. C'est-à-dire vous avez mené un certain nombre d'affaires devant la justice, de personnes qui contestaient les obligations qui nous étaient faites dans le cadre de la crise sanitaire, de porter des masques, y compris dans des lieux aérés, et donc voilà, vous avez été sur le front à mener ces combats-là. Est-ce que je pourrais vous demander d'abord, de nous dire en 2 mots comment vous en êtes arrivé à être sur ces affaires-là? Est-ce que ce sont les gens qui sont venus vous chercher? Est-ce que vous aviez un intérêt particulier dans ce genre d'affaires pour des valeurs personnelles, on va dire? Bonjour à tous. Donc, je suis David Guillon, je suis avocat au barreau de Montpellier et effectivement, on m'a donné ce sobriquet d'avocat anti-masque. Oui, c'est vrai que Mais c'est un en fait, sobriquet. en réalité, je pense qu'il faudrait plutôt m'appeler l'avocat des libertés fondamentales puisque le port du masque, c'est une des nombreuses actions que j'ai menées depuis le 22 mars 2020, puisque dès le 22 mars 2020, je me suis inquiété des conditions dans lesquelles l'état d'urgence sanitaire avait été édicté. Je m'étais inquiété également des risques que cela pouvait conduire pour la démocratie, puisque, rappelons-le, lorsque la France met en place un confinement général, elle s'inspire de l'Italie, qui s'inspire elle-même de la Chine. Oui, Or, c'est déjà aux pas dernières glorieux comme nouvelles, démarche. la Chine n'est pas une démocratie. Donc, je me suis inquiété assez rapidement. Et puis, avec quelques clients que j'avais autour de mon cabinet, j'ai commencé un petit peu à évoquer ce sujet. Et on s'est dit, allons-y, faisons quand même une action pour interroger, en tout cas, sur la légalité, la légitimité de ce confinement. Et puis, petit à petit, je me suis retrouvé donc avec deux confrères parisiens, Clarisse Sand et Frédéric Niel, Mmh. pour défendre des restaurateurs, puis des gérants de boîtes de nuit, puis des gérants de salles de sport et enfin donc des citoyens qui contestaient le port du masque en extérieur. Donc on voit, il y a une suite logique. Là, dernièrement, je suis en train de mener une action très importante avec Clarisse Sand notamment, pour demander donc la fin de l'obligation du port du masque pour les enfants dès 6 ans dans les écoles. Donc là, c'est la dernière action que je suis en train de mener en ce moment, la plus récente. Et bien évidemment, on le voit, c'est une continuité en fait hein, dans le combat, puisque plus le temps est passé et plus les gens se sont interrogés, interpellés sur la légitimité des mesures qui étaient mises en œuvre. Puisque aujourd'hui, après plus d'une année de confinement, de couvre-feu et de restriction de liberté, nous n'avons aucune étude d'impact qui permette de démontrer les effets positifs ou négatifs des différentes mesures. Ce qui veut dire qu'un an après, on en est toujours au même point, à prendre toujours les mêmes mesures et avec le succès qu'on leur connaît, puisque jusqu'à ce jour, nous n'avons pas réglé le problème de la crise sanitaire. Et est-ce que justement l'inclination des politiques à toujours prendre des mesures, les plus précautionneuses possibles, est-ce que c'est pas justement lié à une judiciarisation de la société qui fait que, on va pas hésiter à aller traîner devant les tribunaux, les politiques pour les accuser de tout ce qui s'est passé? C'est pas vraiment pour prendre leur défense que je dis ça, mais est-ce que c'est pas une réaction rationnelle de leur part de se dire: «Voilà, si je prends trop de précautions, je risque pas grand-chose. Si je prends pas assez de précautions, là, éventuellement, on me traîne au tribunal et c'est fini pour moi, quoi». Alors, en tout domaine, l'excès est un vice, disait Sénèque. Donc, déjà à l'époque, on s'était interrogé sur l'excès. Oui. L'excès, c'est l'excès dans l'action et aussi l'excès dans l'omission. Alors, au début, on a effectivement fustigé nos politiques pour ne pas avoir anticipé la crise. Puis aujourd'hui, on pourrait leur dire que c'est une application excessive du principe de précaution, puisque on se retrouve à prendre des mesures qui, sous prétexte de vous sauver la vie, vous conduisent à vous nier tous les droits que le droit à la vie vous accorde. C'est quand même le paradoxe dans lequel on se trouve. Je pense qu'il nous faut raison garder. Chaque fois qu'on prend des mesures, il faut revenir à une certaine proportionnalité. Donc, moi, mon combat, il n'est pas de dire il y a une crise ou il n'y a pas de crise. Mon combat, il est de dire il y a une crise, effectivement, scientifiquement, il y a une crise. Moi, je ne suis pas scientifique, Oui, je bien n'ai pas à sûr. dire si c'est Enfin, à c'est moi, ouais. voilà, c'est pas à moi de dire si effectivement il existe ou non un problème sanitaire. Scientifiquement, il n'y a pas de débat là-dessus. En revanche, moi, mon rôle en tant qu'avocat, c'est de dire où est-ce que l'on place le curseur. Le curseur dans les restrictions. Si les restrictions sont trop importantes et que derrière, il n'y a pas un avantage sanitaire suffisamment important, alors dans ce cas-là, mon rôle en tant qu'avocat, c'est de saisir la justice et de dire on censure.
tout ce qui est excessif. Si on peut obtenir le même résultat sur le plan sanitaire avec une mesure qui est moins restrictive, dans ce cas-là, c'est cette mesure qui doit prévaloir. Par exemple, sur le couvre-feu, si, il n'y a aucun effet bénéfique à avoir rapporté le couvre-feu à 18 heures, alors dans ce cas-là, au bout d'un mois et demi d'observation des effets positifs ou négatifs de ce couvre-feu, on devrait revenir à un couvre-feu qui est moins restrictif. Or, aujourd'hui, on s'en perçoit d'une chose, c'est que chaque fois qu'il y a eu un rognement des libertés publiques, nous ne sommes jamais revenus en arrière. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a il y a un effet de cliquet, hein, c'est Vincent Gelozo qui utilisait cette expression tout à l'heure. Il y a un effet de cliquet, quoi. Une fois qu'on a franchi une privation de liberté, et que les gens n'ont pas trop rué dans les brancards, on revient plus en arrière. Mais justement, à propos de ruer dans les brancards, comment expliquer que les restaurateurs respectent aujourd'hui les obligations qui leur sont faites de fermeture administrative ou de choses comme ça, alors même que pour beaucoup, c'est leur survie qui est en jeu, leur survie financière et même, enfin, quasiment leur survie tout court. Parce que je veux dire, il y a des gens qui sont poussés au suicide. Je pense que c'est pas excessif de dire ça. Comment se fait-il que pendant les gilets jaunes, les gens étaient dans la rue pour finalement pas grand-chose, objectivement parlant en termes de dommages, financiers, alors que là, on menace leur survie et même quand il y a des appels à ouvrir, «sauvagement» entre guillemets, par exemple le 1er février dernier, moi à Aix-en-Provence, je ne sais pas comment c'était pour vous à Montpellier, mais personne n'avait ouvert quoi. Tout le monde avait respecté, la fermeture. Donc ils sont résignés, passifs. Je pense qu'ils ont peur, en fait. Je pense simplement qu'ils ont peur. Ils ont peur de perdre le peu qu'on leur a laissé, puisque jusqu'à maintenant, ils ont encore l'espoir de réouvrir au moins un jour. C'est Ouais. encore l'espoir de pouvoir sauver leur commerce. Et on leur a très bien expliqué que le 1er février 2021, s'ils réouvraient, dans ce cas-là, ils allaient d'une part payer une amende administrative qui pouvait être plus ou moins importante, et d'autre part perdre le peu d'aide qu'ils avaient, puisque s'ils étaient fermés à l'avenir, ce ne serait pas pour cause sanitaire, mais bien pour avoir manqué à une obligation de sécurité. Donc on n'est plus du tout dans la même cause de fermeture, et bien entendu, vous perdez toutes les aides qui vous sont accordées. Ce qui implique derrière nécessairement des liquidations judiciaires, et si on avait estimé que vous avez commis une faute en tant que gérant, l'engagement de votre responsabilité personnelle. Ça veut dire que vous allez payer sur vos deniers personnels les dettes de votre société. Donc, autant vous dire que je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait que les restaurateurs n'agissent pas, c'est d'une part parce qu'il n'y a pas forcément une solidarité extrême entre les membres de ce secteur qui est très hétéroclite, hein. Vous avez quand même Mmh. des grosses multinationales et derrière des petits restaurateurs. Donc, nécessairement, la solidarité entre eux, elle est quand même assez variable. Et derrière, parce qu'il y a cette peur de perdre le peu qu'ils ont encore l'espoir de pouvoir sauver. Mmh. D'accord. Et alors moi, ce que je trouve très intéressant dans votre démarche, c'est que dans le milieu libéral, on a plus l'habitude de dire, «Faut mener le combat des idées», puis finalement on n'agit pas beaucoup et vous, vous y allez, vous estez en justice, et comment est-ce que vous jugez, enfin d'abord, comment est-ce que vous êtes arrivé à cette démarche? Est-ce que vous avez toujours fait comme ça? Ou est-ce que c'est, notamment à l'occasion de la crise sanitaire que vous vous êtes dit: «Là, il faut agir plus concrètement»? Et comment est-ce que vous jugez les résultats de cette approche? Est-ce que vous avez obtenu des résultats en justice? Et lorsque vous en avez obtenu, est-ce que ces résultats sont suffisamment relayés dans les médias, suffisamment connus, vécus comme des victoires dans l'opinion publique? Alors, agir, effectivement, c'est le propre de l'avocat. C'est-à-dire que lorsqu'on recourt au service d'un avocat, c'est pour que concrètement, il se passe quelque chose. Mmh. Donc, à partir du moment où on m'a mandaté pour faire des actions en justice, effectivement, je fais une action en justice. Et je me suis jamais posé la question de pourquoi il fallait le faire, comment il fallait le faire. C'était mon métier, en fait, déjà. Donc, passer à l'action, c'est vrai que ça n'a jamais vraiment été une problématique. Là où la première fois, on m'a un petit peu interpellé en me disant attention quand même, là, tu risques quand même de faire un peu de bruit, c'est lorsque j'ai attaqué donc, le premier arrêté préfectoral à Montpellier qui imposait le port du masque en extérieur et notamment à cette époque uniquement dans le centre-ville de Montpellier. Là, à ce moment-là, on m'a dit attention, ça commence peut-être à devenir un peu trop politique. Mais encore une fois, moi, on ne m'a pas demandé de faire de la politique, on m'a demandé de faire du juridique. Est-ce que juridiquement, nous avions des arguments pour pouvoir contester la mise en place du port du masque en extérieur? Moi, je dis effectivement, on a des arguments, notamment ne serait-ce que pour le principe de proportionnalité, c'est-à-dire à partir du moment où ça n'a pas d'effet positif sur la santé publique, dans ce cas-là, c'est une mesure qui est restrictive de liberté et qui doit disparaître. Aujourd'hui, après plus de 6 mois, 8 mois du port du masque en extérieur, je pense qu'il y a une chose qu'on a constatée, c'est que ça n'a ni empêché le deuxième confinement, ni empêché un couvre-feu.
Donc, il peut quand même s'interpeller sur l'efficacité ou non de cette mesure. Et le pire dans tout ça, c'est que nous n'avons pas d'étude d'impact qui permet de dire, au bout de 6 mois, 8 mois d'application du port du masque en extérieur, effectivement, il y a des effets positifs ou effectivement, il y a des effets négatifs. Et on fait un peu la balance avantage-inconvénient de ces effets. Aujourd'hui, vous n'avez aucune étude sérieuse sur le sujet. Concernant les victoires, depuis donc le 22 mars 2020, j'ai engagé donc des recours. J'ai eu une audience donc, le 14 décembre 2020 devant le Conseil d'État qui a donné lieu à un arrêt du 22 décembre 2020. Cet arrêt, il y en a toute une série, ce n'était pas le seul qui a été rendu ce jour-là, mais ce jour-là, l'arrêt que j'ai obtenu a permis d'obtenir l'annulation de la mise en bière immédiate. Qu'est-ce que la mise en bière immédiate? La mise en bière immédiate, c'est lorsque vous décédez, votre corps est placé dans une bâche en plastique, et puis votre corps est ensuite déposé dans un cercueil qui est hermétiquement fermé. Ce qui, pour les familles, C'est terrible. voilà, fait que lorsque vous souhaitez vous recueillir, on ne vous présente qu'un seul cercueil qui est fermé. Donc vous n'avez pas la possibilité de revoir encore le visage de la personne décédée, ce qui est quand même assez dramatique pour des millions de Français. Ouais. Le 22 décembre 2020, cette mesure est annulée. Le Conseil d'État dit qu'elle est disproportionnée et qu'elle porte atteinte au droit à la vie privée et familiale. Et effectivement, le 16 janvier 2021, le gouvernement va prendre un décret pour mettre fin à cette mesure. Vous n'entendrez jamais parler de cette décision du 22 décembre 2020. Pire encore, les médias tels que Le Monde vont relayer cette modification de l'état du droit en estimant que c'est la médiatisation soudaine de Stéphanie Bataille lorsqu'elle avait indiqué dans les médias qui lui avaient donné cet écho qu'elle n'avait pas pu revoir son père qu'il a crié pourtant à corps et à travers. Effectivement, elle a représenté, elle a incarné grâce à sa notoriété la souffrance qu'ont rencontré des millions d'autres Français. Et le Monde a titré en disant que c'est l'émotion, finalement, qui avait permis cette modification du droit. Non, 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 ce n'est pas l'émotion. C'est cette décision du 22 décembre Ouais. 2020 qui a dit au gouvernement, vous nous changez l'état du droit. Bien entendu, vous n'entendrez jamais parler, parce que si on commence à faire comprendre aux gens que de faire des actions juridiques, ça peut permettre de changer concrètement les choses, dans ce cas-là, demain, le Conseil d'État va vraiment être submergé. Déjà qu'il l'est de manière très importante, puisque depuis un an, on légifère par voie de décret, donc là, ce qui fait que les gens ont la possibilité d'aller saisir directement le Conseil d'État pour contester ces mesures. Donc vous avez un prétoire aujourd'hui qui est vraiment ouvert à n'importe quel citoyen, mais si on leur fait comprendre qu'ils peuvent vraiment obtenir quelque chose, effectivement, c'est peut-être le système qui risquerait aujourd'hui d'être ébranlé. Alors ça, c'est cette petite victoire qu'on a obtenue. Ce n'est pas grand-chose par rapport à tout ce qui avait été soulevé. Et bien entendu, ma mission C'est des une prochains victoire. mois, C'est c'est une déjà. victoire. On prend ce qu'on peut prendre par les temps qui courent. On a perdu tellement de liberté que d'avoir quand même une victoire, mais vraiment cette fois-ci, pas juste quelque chose de moral, pas vraiment quelque chose sur le papier, quoi, qu'on peut faire appliquer. Non, je trouve que c'est déjà énorme. Alors, effectivement, ce qui est malheureux, c'est que vous n'avez aucune communication sur le site du Conseil d'État. C'est-à-dire que si vous allez sur le site du Conseil d'État, vous avez, on va dire, des publications sur les décisions intéressantes du moment. Par exemple, Ouais. une des dernières en date, c'est la possibilité pour les avocats de recevoir leurs clients après 18 heures. Et le même jour, vous aviez la possibilité pour les personnes qui étaient dans les EHPAD de pouvoir sortir, puisque jusqu'à maintenant, ils étaient enfermés donc, dans les EHPAD. Et le Conseil d'État a dû rappeler le 3 mars dernier que non, non, ils peuvent quand même sortir, sinon c'est une atteinte qui est disproportionnée à toute une série de libertés fondamentales. Donc on le voit, dès qu'il y a des décisions intéressantes, le Conseil d'État communique là-dessus. Et malheureusement, vous n'aurez aucune communication sur ces décisions du 22 décembre 2020, où vous aviez effectivement la question de la mise en bière immédiate, mais pas seulement, vous aviez d'autres arrêts, notamment celle qui nous disait que le délit de non-confinement, finalement, ne nécessitait pas de pouvoir produire l'attestation dérogatoire de déplacement. Donc, c'est-à-dire que ce jour-là, nous avons appris, on le savait déjà, mais on a appris que ce jour-là, si vous sortiez de chez vous, il vous fallait simplement un justificatif écrit. Ça veut dire un billet de train, ça veut dire par exemple un ticket de caisse, pouvait servir de justificatif dérogatoire de déplacement. Donc vous D'accord, n'avez vous pas n'étiez pas forcément obligé besoin d'avoir le papier d'attestation. exact à télécharger sur le site du gouvernement, etc. Tout à fait, tout à fait. Et vous pouviez tout à fait avoir une attestation dérogatoire de déplacement qui ne remplissait pas forcément les formes de l'attestation mise en ligne. C'est-à-dire que vous pouviez très bien vous attester à vous-même que vous vous déplaciez pour un des motifs prévus par la loi et vous expliquiez quel était ce motif. Et vous cochiez votre case. C'est-à-dire qu'on se fiche de savoir si le motif existe. Il faut simplement que vous puissiez en justifier par écrit. Ce qui est très différent. Ça veut dire que si vous cochez motif familial impérieux, Oui, bah, j'allais c'est que vous c'est poser la vrai. question, ouais, ouais. Si Comment c'est est-ce qu'ils marqué, peuvent le c'est-à-dire que c'est vérifier, vrai. ça? Ils ne peuvent pas, mais de toute façon, ce n'est pas ce que leur demande le décret. Le décret leur dit simplement vérifier qu'il y a un justificatif écrit qui permet de le rattacher à un des motifs de déplacement prévus par l'article 4 du décret. Et dès que ce motif est effectivement attesté par écrit,
Si c'est écrit, c'est que c'est vrai. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Et, Je l'explique sur dans le une vidéo terrain, on YouTube. a vu, excusez-moi de vous couper, sur le terrain, est-ce que ça a été respecté ça? Parce que moi j'ai l'impression d'avoir entendu, mais après c'est l'homme qui a vu l'ours, enfin l'homme qui a vu l'ours, mais j'ai l'impression d'avoir entendu des cas où justement les policiers demandaient un petit peu ce qui leur passait par la tête comme justificatif et se faisaient juge de la validité ou non du motif familial impérieux. Donc, Alors, effectivement, il y a eu est-ce qu'il des n'y a pas une excès, hein. forme d'arbitraire sur le terrain? Il y a eu un arbitraire au début, bien sûr. Il y a eu un arbitraire, mais n'importe qui, au début, n'avait pas compris exactement quel était l'état du droit. Donc, effectivement, au début, il y a eu des excès. Il y a eu des agents verbalisateurs qui ont estimé que l'attestation ne remplissait pas la forme, ont Mmh. estimé que deux personnes du même foyer qui allaient faire leurs courses, c'était contraire au principe du confinement. Bien sûr, il y a eu ça. Maintenant, il y a eu quand même un rectificatif. Vous n'avez plus ces abus-là. Maintenant, les seules personnes que j'entends qui prennent des contraventions pour ce motif sont des gens qui n'avaient pas d'attestation. Parce que je pense Ouais. qu'on a eu un effet pédagogique quand même sur les agents verbalisateurs. On leur a demandé pas de vérifier si le motif existait, on leur a demandé si la preuve du motif était rapportée par un document écrit. C'est tout, terminé. D'accord. J'ai une vidéo YouTube qui explique vraiment clairement ça, parce que je pense que Bah, oui, on comprendre serait le très droit, intéressé d'avoir le lien, enfin d'avoir un endroit où, en fait, où on peut retrouver de manière centralisée les informations qui nous sont utiles au quotidien, justement bien sûr, pour alors, au moins faire valoir ce qui nous reste de bien droit, sûr. quoi. Alors, ce que j'ai compris pendant la crise sanitaire, c'est qu'effectivement, les gens ignoraient totalement leurs droits. C'est-à-dire que personne ne va lire les décrets qui restreignent vos libertés. Par Bah, oui, parce qu'on conséquent, n'a pas la capacité de les comprendre aussi. Enfin, bien sûr. Non, non non, seulement les mais gens n'ont pas le temps de le faire, mais ils n'ont pas la capacité de les comprendre aussi. C'est tellement compliqué la profession juridique. Bon, bien sûr, voilà. et puis vous avez le texte, et après vous avez les recommandations du gouvernement. Les recommandations, est-ce que c'est plus important que le texte? C'est pas très clair. Mm. Donc, depuis le mois de novembre, j'ai créé donc une chaîne YouTube qui s'appelle David Guyon Avocat, où Ouais. dessus je réinforme, pas exclusivement sur la crise Covid, mais en tout cas sur les notions de droit intéressantes. Je parle de l'effet cliquet, je parle du délit de non-confinement, je parle du délit de rassemblement. Est-ce que vous avez le droit ou non d'être à plus de 6 chez vous? Bon, bah, réponse dans une Ouais. vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez Ouais. pas à les consulter parce que je pense que se réapproprier les droits, c'est se réapproprier le contrôle de sa vie. Si vous savez exactement ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire, à partir de ce moment-là, effectivement, vous avez la possibilité de pouvoir vivre votre vie dans la stricte légalité et vous réapproprier certains droits dont vous pensiez, à tort peut-être, avoir vu disparaître. Donc ça, je pense que c'est très important. Ouais, non, ça, c'est un vrai motif d'espoir, c'est un vrai motif d'enthousiasme parce que moi, l'attitude que je constate autour de moi et peut-être même moi le premier, c'est que comme on n'est jamais sûr de ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire, finalement, on arrête de faire des projets, quoi. On se résigne, on fait plus rien et voilà. Donc non, c'est vraiment important de savoir que bon, d'une part, on peut agir. Donc par exemple, peut-être en vous contactant pour les gens qui auraient la motivation de faire des recours face à des décisions qui leur semblent disproportionnées, abusives, au moins pour voir si on peut faire quelque chose. Et puis pour les gens qui voudraient au moins connaître l'état de leurs droits, donc la chaîne YouTube David Guyon, avocat. Je voulais vous poser une ou deux autres questions. Une seconde, hein, je reprends mes notes. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur le click and requête? Parce que ça, j'en avais pas entendu parler jusqu'ici, justement en préparant l'entretien, j'ai vu que vous aviez inventé le click and requête. Vous pouvez nous expliquer ça? Mais oui, j'allais y venir. C'est vrai qu'on a tellement de choses à évoquer et je sais qu'on a un temps assez limité. Donc, le click and requête, comme je l'ai indiqué, au tout début du mois de mars, 22 mars 2020, j'ai engagé mes premiers recours. J'ai rencontré, durant cette aventure, deux avocats aussi fervents de défense des libertés fondamentales que sont Clarisse Sand et Frédéric Niel du barreau de Paris. Et Ouais. ensemble, en fait, on a mené toute une série d'actions. À l'arrivée du deuxième confinement, le 29 octobre 2020, on s'est dit, décidément, aujourd'hui, les restrictions des libertés fondamentales sont devenues la norme. Il va donc y avoir toute une série de mesures qui vont s'étendre dans le temps. Il faut que nous puissions agir. Et il faut que le coût d'un avocat ou le fait d'aller se rendre dans un cabinet d'avocat ne soit pas le facteur déterminant pour que les gens agissent ou n'agissent pas en justice. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit qu'on allait mettre librement à disposition sur le site Click and Requête l'ensemble du fruit de notre travail durant les 6 mois de pandémie. Et à partir de ce moment-là, donc, on a créé ce qu'on appelle le Click and Requête, clickandrequête.com, qui Ouais. permet finalement d'accéder librement et gratuitement à ces requêtes et aux requérants, donc aux justiciables, aux internautes, de pouvoir télécharger la requête, suivre le mode opératoire qu'on a joint avec la requête, qui leur explique concrètement comment engager une requête. Ils ont 2 paragraphes à remplir, ils ont une signature à faire, et puis ensuite, ils peuvent tout faire en ligne, tout déposer devant soit le tribunal administratif compétent s'il conteste un arrêté préfectoral
et ici je pense notamment au port du masque en extérieur, soit directement saisir le Conseil d'État pour contester les différents décrets. Nous essayons autant que possible d'actualiser régulièrement les requêtes et cela permet à un grand nombre de personnes qui n'ont pas forcément les moyens financiers de saisir un avocat, d'avoir la possibilité de saisir directement le Conseil d'État. Et ça, je pense que c'est une avancée dans la défense des libertés fondamentales. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait jusqu'à maintenant, tout simplement parce qu'on n'avait jamais eu autant de restrictions de liberté et de manière aussi pérenne. C'est ça le plus inquiétant. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que là, je trouve que c'est l'aspect génial de cette initiative-là, c'est finalement en fait d'utiliser les outils qui existaient déjà. On avait déjà Internet, on avait déjà justement des avocats intéressés par ces questions, des citoyens intéressés par ces questions. Là, je pense que c'est en fait la conjonction, tout ça se retrouve au bon endroit, au bon moment en quelque sorte. Mais voilà, il fallait que quelqu'un le fasse et c'est vous qui l'avez fait, c'est tant mieux. Donc vraiment, on mettra les liens. Alors, je parle sous le contrôle de Guillaume Périgois, mais qui transmettra certainement aux personnes qui sont inscrites à l'événement tous les liens dont on a parlé et on en fera la publicité bien sûr sur nos réseaux. Absolument. Qu'est-ce que vous avez comme procédure en cours en fait? Quel est l'horizon, on va dire, quels sont les prochains combats que vous prévoyez de mener? Puisque apparemment, les mesures restrictives se poursuivent. Alors elles changent un peu de forme, elles deviennent de plus en plus comiques tellement elles sont, tellement elles sont, absurdes. Donc où est-ce que vous en êtes vous sur le front des initiatives judiciaires? Alors, il y a trois types d'actions qui sont en cours. La première action, c'est la contestation du port du masque en extérieur, puisque le temps passant, les mesures ont été pérennisées et généralisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, les préfets généralisent à tous les départements, à tous leurs départements, l'application du port du masque. Ce qui veut dire concrètement, vous êtes tout seul dans la forêt, vous devez quand même porter le masque. C'est Oui, concrètement ce que ça implique. Donc, on comprend bien que c'est ridicule. On traite de la même manière un centre-ville d'une grosse concentration urbaine qu'un petit village un peu plus reculé dans le département. Donc ça, c'est quand même quelque chose de catastrophique. Donc ça, j'ai toujours des recours en cours par rapport à ça. mmh, Deuxième recours, un très intéressant et très important, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la question du port du masque pour les enfants à l'école dès 6 ans. Ça a des conséquences dramatiques pour les enfants. Aucune étude d'impact n'a été faite depuis ce jour. Donc, nous avons fait une requête avec Clarisse Sand où nous demandons au Premier ministre de faire une étude d'impact, puisque 8 mois passant, on ne sait toujours pas si les mesures ont des conséquences négatives ou positives. Une chose est sûre, elles ont des conséquences négatives. Maintenant, on n'arrive pas à déterminer parce qu'on n'a pas d'éléments probatoires là-dessus. Tous les enfants ne sont pas égaux face à la question du port du masque. Et on comprend bien que de porter un masque 8 heures d'affilée, parfois pour certains d'entre eux, cela peut avoir des effets dramatiques. Donc on a soulevé une requête par rapport à ça, et il est clair que le combat ne s'arrêtera pas devant les portes du Conseil d'État. Nous irons devant la Cour européenne des droits de l'homme, nous irons devant la Cour de justice de l'Union européenne. Donc nous irons bien entendu jusqu'au bout des voies judiciaires, mais pour le moment, nous sommes obligés de faire ce qu'on appelle l'épuisement des voies de recours, c'est-à-dire qu'il bien faut aller sûr. saisir le Conseil d'État, prendre une tôle s'il le faut, et ensuite nous irons donc devant la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'il faut que ce combat puisse servir pour les générations futures. À défaut de pouvoir sauver les enfants actuellement, il est important de sauver l'avenir des enfants, ceux qui peuvent encore l'être. Et une chose est sûre, nous mènerons ce combat, nous sommes déterminés à le mener jusqu'au bout. Donc ça, c'était quelque chose de très important. Cette action est encore en cours. Vous avez la possibilité pour tout parent qui le souhaiterait de nous rejoindre dans cette action collective en consultant le site Enfance et Liberté. Donc Enfance et Liberté qui a fait une communication exceptionnelle là-dessus et nous sommes en train de mener, je pense, l'action collective la plus importante historiquement. Nous avons déjà plus de 500 requérants qui sont liés à cette action. Nous écrivons également aux députés pour alerter sur les effets néfastes des enfants, du masque sur les enfants, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de dire que les enfants sont finalement assez malléables et qu'ils peuvent supporter le port du masque. C'est le seul élément scientifique que nous avons ici, c'est un avis du Conseil scientifique du mois d'octobre 2020, où on vous explique que les enfants, finalement, sont assez malléables et qu'ils peuvent accepter et tolérer le port du masque. C'est pas sérieux. Bah, Donc à partir de ce ils moment-là, font ce qu'on leur dise, mais enfin, quand je vois que déjà pour nous, c'est dur à encaisser, quand vraiment, moi, si je dois faire cours, 6 heures de suite avec un masque, à la fin, j'ai l'impression que je suis au bord du malaise. Mais enfin bon, voilà, on encaisse, on se dit: «Il y a bien pire dans la vie». Mais enfin, c'est vrai que pour les enfants, moi, je vois, que enfin aujourd'hui, quand on accouche d'un enfant et que la première chose qu'il voit, c'est des gens masqués autour de lui et que toute son enfance, il voit des gens masqués autour de lui. Enfin, c'est dramatique quand même comme image de la vie humaine. Je trouve ça vraiment, ça aura des conséquences négatives. On n'arrive pas encore à le mesurer, mais oui, on va avoir des enfants qui vont avoir
à mon avis, des effets secondaires sur ces mesures qui seront extrêmement importantes pour leur vie sociale future. Puis Or, peut-être les qu'ils auront enfants peur de tout, d'aujourd'hui, je sais pas, là j'ai l'impression on les élève dans la peur, quoi. ouais, tout à On fait. n'accepte plus le risque, j'en parlais justement avec, Pierre Bentata ce matin, voilà l'idée selon laquelle on s'est tellement habitué à notre confort, dans nos vies, prospères, on va dire, qu'on n'accepte plus la mort, on n'accepte plus le risque, et donc on est prêt Bien à sûr. sacrifier toutes les libertés pour, un peu plus de confort. Effectivement, Hem, on est prêt à renoncer à toutes nos libertés pour avoir un tout petit peu un tout petit peu de sécurité. Et j'ai envie de vous mmh, dire, c'est assez, ça conforte un peu ce que Benjamin Franklin disait, hein, un peuple prêt à renoncer à un peu de liberté pour un peu de sécurité n'aura ni l'un ni l'autre et finalement finira par perdre les deux. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y aura aucun moyen supplémentaire qui sera mis dans l'hôpital, mais par contre, vous ne retrouverez jamais les libertés que vous aviez perdues avant le 14 mars 2020. C'est oui, bah, évident. déjà les places de réanimation qu'on nous avait promises au début de l'épidémie, on les cherche encore, quoi. Bah, ça, c'est Et le véritable scandale, à mon avis, de la oui. crise sanitaire. C'est qu'il n'y a pas eu de moyens supplémentaires qui a été mis. Le seul et unique miracle qu'on nous a promis, c'est le vaccin, mais justement avec toutes les conséquences qu'on va évoquer en 30 secondes. C'est-à-dire que la troisième action sur laquelle on est en train de Oui, se bah, j'allais vous pencher, poser la question sur l'histoire de passeport sanitaire et de choses comme ça ou c'est la d'obligations question, vaccinales. Ouais. effectivement, c'est la question du passeport vaccinal. Passeport vaccinal, rappelons ce que c'est. Le passeport vaccinal, c'est l'obligation juridique Mmh. de justifier de la réalisation d'un vaccin afin de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de services publics et d'établissements recevant du public. Concrètement, si vous n'êtes pas vacciné, ben, vous ne pourrez pas rentrer dans un bus, dans un train, vous déplacer ou accéder à un restaurant, une boîte de nuit ou un bar. C'est ça concrètement ce que c'est en train de dire. Donc, le passeport vaccinal, c'est une obligation juridique qui a été prévue dans un projet de loi du 21 décembre 2020. Ce projet de loi, face un petit peu à l'émotion de la population, a été reporté sine die. Ça veut dire qu'il a simplement été mis de côté et qu'à une date ultérieure, il va ressortir. Donc, Ouais. c'est ça qu'on est en train de nous promettre. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique une discrimination pour motif de santé. C'est-à-dire, bah, toi, tu es vacciné, tu rentres, toi, tu ne l'es pas, tu ne rentres pas. Et ça, bien entendu, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est inimaginable. Si on vous expliquait qu'en raison d'un élément de votre santé, vous pouvez avoir accès ou non à certains services publics ou à certains établissements recevant de public, vous vous direz c'est quelque chose de tout à fait anormal. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on vous explique que si vous ne vous vaccinez pas, vous n'allez pas récupérer les libertés que vous avez perdues. Or, les libertés perdues, elles ne résultent pas de la maladie. Ce n'est pas le Covid-19 qui a fait que vous ne pouvez plus sortir de chez vous ou qui a fait que vous ne pouvez plus aller au Oui, ça restaurant. les gens ont l'impression encore, mais effectivement, Ce sont, on s'est oui, privé nous-mêmes. ce sont les décisions politiques qui ont été prises. Or, si Mmh. vous regardez, là, aujourd'hui, je suis en Belgique. Mmh. Je peux sortir jusqu'à 22 heures. J'ai accès à un certain nombre d'établissements recevant du public. J'ai pu faire une réunion professionnelle aujourd'hui et j'ai même pu manger dans le restaurant qui était Quelle à chance. disposition pour la réunion. Enfin, vous voyez, on Oui. est à 150 km de Paris. Je Ouais. vais de l'autre côté en Espagne, pareil, les bars, les restaurants sont ouverts et les salles de sport, parce que moi je suis un très grand pratiquant de salles de sport, les salles de sport sont ouvertes. Alors, est-ce que le virus est plus létal dans les salles de sport espagnoles que dans les salles de sport françaises? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, depuis le mois de septembre 2020, vous avez 90% des établissements sportifs qui ont été fermés et 100% qui ont été fermés à partir du 16 octobre 2020. Donc, on le voit, ce n'est pas sérieux. Ce qui est sérieux, c'est que la maladie, effectivement, elle existe. Maintenant, les mesures qui sont prises, les mesures restrictives de liberté, ce sont des décisions politiques. Or, vous faire vacciner et retrouver vos libertés, ce n'est pas l'effet du vaccin. C'est encore un choix qui est politique. Donc aujourd'hui, si on se fait vacciner, à mon sens, ça doit être une liberté personnelle, un choix personnel qui vous est laissé. Or, si on vous explique que si vous ne vaccinez pas, vous ne pouvez plus avoir accès à la vie normale, finalement, la vie civilisée, Mmh mh. bah, on ne vous laisse pas le choix. Et ça, c'est effectivement très dramatique. Est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui, si vous avez par exemple le virus du sida, vous ne pouvez pas faire un emprunt bancaire? C'est-à-dire que lorsque vous faites un emprunt bancaire, on vous demande de déclarer si vous avez une maladie. Et bien entendu, si vous déclarez que vous êtes séropositif, eh bien, vous ne pouvez pas avoir accès à un emprunt bancaire. Aujourd'hui, vous avez des sociétés, effectivement, qui vont avoir accès, grâce à ce passeport vaccinal, à des éléments de votre santé. C'est-à-dire que, bon, bah, lui, il n'est pas en très bonne santé, on ne le prend pas. C'est ça Ouais. concrètement ce que ça va faire. Donc, ce que les gens ne voient pas, c'est qu'ils se disent, je vais me faire vacciner pour pouvoir retourner finalement dans une vie à peu près normale, mais ils ne voient pas toutes les conséquences dramatiques qu'il y aura derrière. Parce que si on fait un passeport vaccinal pour le Covid-19, qui est quand même une maladie dont le taux de létalité est quand même inférieur à 1%, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher demain tous les États du monde de dire, bah, nous aujourd'hui, bah, vous avez le sida, vous le marquez sur votre passeport vaccinal. Nous, on veut le savoir.
Bah, Vous vous rendez compte? il me semblait que c'était déjà le cas dans certains pays. Il y avait eu quelques affaires justement par rapport au fait d'être séropositif, que ça a limité concrètement l'accès à à certaines Effectivement. choses dans certains pays. Mais justement, à l'époque, c'était fermement dénoncé comme étant quelque chose, d'extraordinairement liberticide, quoi. Donc, Effectivement, ouais, non. et aujourd'hui, on voit ça, ce genre de choses, ces choses sont des choses qui choquent. Mais pour le Covid-19, on va vous expliquer sur des plateaux télé, hein, j'ai eu la chance la semaine dernière d'intervenir sur Interdit d'interdire. Ouais. Je suis tombé sur une personne qui a essayé de nous expliquer que le vaccin, c'était quelque chose de formidable, qu'il fallait absolument le faire, mais qui n'a ni déclaré finalement ses conflits d'intérêts pour pouvoir dire ce qu'il disait, alors qu'il était médecin et que c'était une obligation. Et d'autre part, 3 jours plus tard, on suspendait le vaccin AstraZeneca. Donc j'ai envie de dire, à un moment donné, arrêtons de nous foutre de notre gueule. Essayons de nous expliquer qu'effectivement, c'est très bien d'avoir le vaccin. J'ai envie de dire, pour des gens qui auraient fait une forme grave de la maladie, c'est quand même quelque chose qui est formidable pour eux. Oui, Mais bon, ne on n'a rien contre conditionnons le pas. vaccin en soi, hein, Voilà, enfin, voilà. ça, mais ne conditionnons pas le retour à une vie civilisée avec toutes les libertés que nous avions à la réalisation de ce vaccin. Stop. Mmh. D'accord. Bon, ben, en tout cas, vraiment, on sera ravis de diffuser les liens vers toutes les initiatives que vous lancez et on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Puis apparemment, vous n'êtes pas tout seul justement dans ce combat-là. Donc, on citera aussi les 2 avocats qui sont avec vous. Merci beaucoup de vous être rejoints à nous, David Guyon, et bah, j'espère qu'on Merci de aura votre l'occasion invitation. de vous avoir de nouveau en conférence et encore félicitations pour tout ce travail.